Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Calestrémé. Connue pour ses best-sellers La clé de votre énergie et Trouver ma place, Natacha incarne la douceur et la résilience. Dans cet épisode, elle se confie sur sa récente rupture. Et là, si tu veux, Nicolas, à travers cette rupture, je me suis dit, j'ai l'occasion de me reconnecter à moi, de me reconnecter à mon enthousiasme, à ma gaieté. Comment se retrouver après une rupture en dehors d'une vie à deux? Moi, j'ai senti que c'était un challenge pour contacter ma pleine puissance toute seule. Un échange où nous explorons les clés pour transformer les épreuves. Jung a dit, tant qu'on ne comprend pas le message d'une épreuve, il revient pour nous donner une chance de nous en libérer. Donc, le fait d'ouvrir les yeux, c'est la moitié du travail qui est fait déjà. J'ai d'ailleurs voulu questionner Natacha sur ces fameux protocoles que l'on retrouve dans ses livres. Pourquoi ça marche? Ouais. Ben ouais, mais c'est une vraie question que je me suis posée. En fait... Et fait inédit, lors de cette interview, Natacha m'a proposé de réaliser un protocole en live, ce qui n'était absolument pas prévu. Tu peux fermer les yeux si tu veux ou simplement écouter, c'est comme tu veux. Mais le principe, c'est de s'imaginer à nouveau chez ta grand-mère. C'est un échange vraiment intense. On aborde aussi l'importance des énergies des lieux, la numérologie et même la voyance. Je voudrais faire un aparté sur la voyance, parce que pour moi c'est très très dangereux. Moi j'ai vu des vies brisées à cause d'un voyant. Une interview sous forme de discussion et de partage, comme si tu étais là, avec nous, en train de prendre un café. Natacha évoque également son nouveau projet. Une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui veulent oser se transformer et reprendre leur vie en main. Avant d'aller plus loin, tu le sais, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Ça aide vraiment beaucoup à faire évoluer ce podcast et ça ne te prendra que 12 secondes. Oui, je te l'assure. Et sur l'Instagram Oser by Nico, tu trouveras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Natacha. Coucou Nicolas. Comment te sens-tu aujourd'hui? Super bien. Les deux pieds dans une nouvelle aventure, donc c'est enthousiasmant. J'ai vraiment le sentiment d'être un peu une étudiante. J'ai dû apprendre 14 pages donc de mon spectacle. C'est un saut dans le vide. Donc voilà, non, je vais super bien parce que il y a plein de nouveautés, donc c'est chouette. C'est incroyable parce que je regardais ce matin, on avait fait une interview ensemble, c'était l'épisode 26. D'accord. Et là, je suis dans mes épisodes de 80. Waouh! Et je me dis, c'était il y a longtemps en fait. T'as pas chômé. C'était il y a longtemps. Et on était à la sortie de ton livre Se donner toutes les chances. Ouais. Et en fait, on est à nouveau à la sortie de ton livre Se donner toutes les chances, mais version poche. Ouais, c'est incroyable, assez étonnant. Oui, j'ai vraiment voulu faire en sorte que les gens aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, je me suis dit, ce livre-là doit sortir en poche, c'est indispensable. Il aide tellement sur le plan transgénérationnel. Donc, pour être très honnête, je gagne presque 10 fois moins sur ces livres-là que sur le grand format. Mais je me suis dit, il faut que ça soit accessible, et donc c'est pour ça qu'il sort en poche maintenant. Tu sais que j'arrête pas de dire à ma mère qu'elle a des problèmes là, de santé, de dos, et j'arrête pas de lui dire, il faut que tu lises le livre de Natacha, Se donner toutes les chances, je crois-moi ça va t'aider. Et elle qui est dans le médical, elle me dit, mais t'es vraiment sûre et tout. Je dis, mais justement, ce livre, il est là pour ça, parce que c'est la médecine traditionnelle et non conventionnelle. Les deux vont ensemble. Et peut-être qu'il y a des choses à travailler chez toi que tu ne vois pas. Bon, là, et puis en plus, il a été écrit avec professeur de psychiatrie, professeur de médecine, en neuroépigénétique, donc c'est très cartésien. Et en même temps, c'est leurs mots que je suis allée chercher pour faire en sorte de nous relier au pouvoir de notre cerveau. Donc, si on peut être partie prenante de la guérison, en plus des médicaments et du médecin, c'est génial. Ouais. Et le nouveau spectacle là que tu lances, qui est un vrai challenge, un peu comme une femme qui renaît quelque part. Quand tu dis le saut dans le vide, il y a quelque chose. Il parle de quoi ce spectacle? Alors mon spectacle, ça s'appelle Les clés de votre énergie, mais donc j'avais vraiment à cœur de faire en sorte que les personnes qui viennent me voir trouvent des clés à la fois pour comprendre des choses sur leur plan de leurs épreuves. Peut-être de leur santé. Je m'appuie beaucoup sur des propos médicaux, mais quelque chose de très accessible. Ouvre les yeux sur des blocages, sur des autosabotages, et repartent avec des clés. Il y a 2 rituels inédits, totalement inédits, que j'ai créés pour le spectacle. Des prises de conscience. Donc il y a de l'émotion. Et comme le dit Anne Ancelin-Schustenberger, qui est donc cette psychologue de renommée internationale, parfois le seul fait de prendre conscience
de nos blocages en lien avec les épreuves de notre famille suffit à les enlever. Donc il y a des gens qui vont repartir le soir même avec un poids en moins, des autosabotages en moins. Voilà. Et puis il y a un petit voyage pour reprendre contact avec notre puissance de réalisation. Pour moi, c'est super important on a des ailes dans le dos, il faut les déployer. Donc j'ai vraiment à cœur de partager ça. Et bon, il y a quelqu'un à la mise en scène, il y a un régisseur lumière. C'est vraiment un saut dans le vide, parce que c'est un univers que je connais pas. Et j'ai l'habitude de donner des conférences, mais là, ça n'a rien à voir. Il y a de la musique, vraiment, c'est waouh. Pour moi, c'est ouh. En plus, là, t'es en tournée dans toute la France. En janvier prochain, t'es à Paris. Oui. Aussi. Le 20 janvier. Et puis, Bruxelles, il y a 4 dates. Il y a 3 dates qui sont déjà complètes. Il y a une 4e date à Bruxelles le 27 janvier. Puis après, je pars Québec et Montréal. Je ferai un plaisir de venir te voir en janvier. Super. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce que donne Natacha sur scène. Ouais. Quelque part ce matin, quand t'es arrivée d'ailleurs, je me suis dit waouh, t'es hyper souriante, tu parais hyper détendue. Quand on s'était vu, il y a justement pour l'épisode 26, d'ailleurs pour ceux qui veulent réécouter, on parle plus d'ailleurs de ta vie, de comment tu es arrivé à écrire ces livres qui ont eu un succès monumental, phénoménal, génial. Étonnant. En France en tout cas, on s'était vu, et pas qu'en France d'ailleurs, puisqu'il a été traduit dans plusieurs langues, mais je me souviens que t'étais pas dans une énergie très haute. T'avais même dit, j'invente pas, tu l'avais dit à l'interview, je suis un peu fatiguée, je suis à Paris, ça me prend de l'énergie. Et je pense que ça allait plus loin parce que t'étais aussi dans une séparation. Tu te rappelles quelle date c'était ? C'était juste avant que je parte en Inde. On devait... Donc peut-être mai l'année dernière. On était en avril, fin avril. Oui, c'était juste au moment de la rupture avec Stéphane. On peut le nommer, on peut dire que c'est... Oui, Stéphane Alix, il y a beaucoup de gens qui savent effectivement. Courant, bien sûr, voilà, on a été 22 ans ensemble. Une très très belle histoire, magnifique. Ce qui est fou, et j'avais été très gêné, c'est-à-dire que quand on a fait cet épisode, moi j'étais aussi dans un petit chaos personnel, et on s'est vu, on a fait l'épisode, donc toi tu étais un peu fatigué, tu sortais ce livre, je pars en Inde, et à ce moment-là j'ai l'occasion de rencontrer Stéphane qui a écouté notre épisode, et on est rentré en contact de par l'épisode qu'on a fait tous les deux. Ce qui était totalement atypique, et je l'ai rencontré, et je me souviens que j'ai pris une photo en disant tiens, je vais l'envoyer à Natacha. Et je me souviens de t'envoyer cette photo, mais un peu en mode t'as un mari exceptionnel. Et quand j'ai su, parce que Stéphane m'en a pas du tout parlé, et toi tu m'en avais pas parlé, c'est votre vie privée. Non, je l'ai annoncé sur les réseaux, enfin nous l'avons annoncé sur les réseaux le 9 juillet. Donc avant j'étais pas en état pour en parler en fait. Mais je me suis sentie bête. Je me suis dit, tu pouvais pas deviner. Je pouvais pas deviner, mais je me suis dit, mais ce message, je sais pas, tu te souviens d'avoir reçu cette photo ? Bien sûr. C'est quelque chose qui t'avait... Je t'ai pas répondu ? Si, mais t'avais répondu quelque chose de oui, effectivement, il est génial. Ce qui est le cas. Mais toi, justement, après 22 ans ? 22 ans, 22 ans de vie commune. Waouh. Comment on fait pour reprendre sa vie en main, reprendre sa liberté individuelle en main ? Moi, je considère que dans chaque épreuve se cache un cadeau mal emballé. Et voilà, c'est ma grande phrase. Et donc, même dans cette épreuve, il y a quelque chose de très positif. Et parfois... on ne se rend pas compte, en fait, sur le moment, on se dit « Waouh, c'est horrible, mais pourquoi ? J'ai rien vu venir, je ne comprends pas. » On se pose 10 000 questions, et on se dit « Qu'est-ce que j'ai mal fait ?» on se remet en question. Voilà. Et puis en fait, tu vois, j'ai été mariée 2 fois, j'ai été larguée 2 fois avant. Et bizarrement, alors que Stéphane vraiment est un type exceptionnel, je me suis remise de cette rupture 10 fois plus vite que l'autre qui était très problématique. C'est l'inverse qui aurait dû se passer.
La différence entre les deux, ça a été les protocoles, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, c'est une épreuve. Donc, protocole 5, c'est le rituel, c'est un reset énergétique suite à une épreuve. J'ai vécu une très grosse épreuve, donc j'ai pas cherché à comprendre. Le soir même, j'ai fait le protocole 5 pour récupérer l'énergie perdue dans cette épreuve, voilà, très, très douloureuse. Et puis, j'ai surtout ensuite essayé de comprendre où se cachait le positif. Où qu'est-il, ce positif, comme dirait l'autre? Comment tu arrives à gérer ça? C'est d'ailleurs David Laroche qui en parle souvent. La tristesse ou les émotions négatives, c'est finalement quand on a le sentiment de perdre quelque chose. Et c'est la perte qui crée du coup l'angoisse, la tristesse ou autre. Enfin, c'est comme ça ou même la colère, si tu veux, en fonction de la manière dont c'est fait. Tu vois, donc... moi, je sais que j'ai ressenti beaucoup de colère aussi et d'injustice. L'important, c'est de s'écouter, en fait. C'est de s'écouter, se dire qu'est-ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la colère? Est-ce que je ressens de l'injustice? Est-ce que je ressens de la tristesse? Est-ce que je ressens de la peur? Voilà. Et se poser ces questions-là en toute objectivité et se dire qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce qu'il n'y a pas du transgénérationnel qui se cache là-dedans que je pourrais éloigner? Et si c'était un cadeau, ce serait lequel? Et voir ce seraient lesquels? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Ça a été quoi tes cadeaux, justement? Les cadeaux, ça a été que du coup j'ai pris la décision de quitter le Lot où on habitait pour me rapprocher en fait plus du sud-ouest où j'ai ma famille. Et où plusieurs personnes vivent des choses compliquées, je suis là pour eux. Plusieurs personnes. Et jamais j'aurais pu être présente comme ça pour eux si j'avais pas déménagé. J'ai du temps, comment dire, voilà, je suis là et pour moi, c'est très important d'être là. Pour eux aussi, et on se le dit presque tous les jours. Quel bonheur que tu sois là avec nous. Voilà. Et ça, déjà, c'est un cadeau immense. Le deuxième cadeau, c'est que je me suis rendu compte, et il y a beaucoup, beaucoup de gens sur les réseaux qui ont été fabuleux pour ça, tu en fais partie, qui m'ont dit mais tu rayonnes autrement. Qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il y a qui a changé? Il y a quelque chose de peut-être je sais pas, de plus léger. Et c'est vrai que, comment dire, l'autre arrive avec ses douleurs, avec comment dire, son vécu. Bon, Stéphane, il a un vécu très lourd. Je veux dire, c'est dans ses livres, donc je ne cache rien. C'est lui qui a décidé de l'ouvrir. Et il a vécu, des abus sexuels, etc. quand il était petit. Et donc, ça fait quelqu'un qui a une vie qui est avec des questionnements très 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 profonds, des remises en question très profondes. Et donc, ça rend quelque part la vie moins légère, parce qu'on est dans l'écoute, parce que du coup, on est peut-être plus attention à l'autre qu'à soi-même. Et là, si tu veux, Nicolas, à travers cette rupture, je me suis dit, j'ai l'occasion de me reconnecter à moi à 100%, de me reconnecter à mon enthousiasme, à ma gaieté, à ma façon de rire. Je veux dire, même ma famille, ils sont surpris de comment dire, je suis toujours en train de m'amuser, de déconner, d'inventer des mots. C'est mon grand truc, ça, inventer des mots. Voilà, je dis je suis surprise au lieu de surprise, et tout le monde reprend derrière. Enfin, c'est ridicule, mais voilà, je m'amuse de rien, et ça c'est extraordinaire de se reconnecter à 100% à soi-même. Parce que tu vois, après une relation de 22 ans, forcément, enfin je sais pas toi ce qui s'est passé dans tes relations, mais forcément, pour plaire, on se calque finalement aux attentes un peu de l'autre.
Et c'est vrai que c'est une alchimie où on va un peu vers l'autre vient un peu vers soi. Et on s'est apporté énormément avec Stéphane. C'est vraiment... Je ne sais pas de quoi le futur sera fait, mais ça a été l'homme de ma vie. Vraiment, on a grandi ensemble. Donc on s'est développé ensemble, on a travaillé sur les mêmes sujets ensemble. C'était d'une richesse exceptionnelle. Mais là... tu vois, tous les matins, je danse, je mets la musique à fond et pendant 20-25 minutes, je danse. Tu fais ça tous les matins ? Ouais. Et c'est... Tu vois, et je mets vraiment des musiques 1980, tu vois, enfin voilà. Ça, je m'autorisais pas, tu vois. T'as reconnecté à ta joie, en fait ? Ouais, vraiment. Et puis j'ai été surprise non, j'étais vraiment surprise de me rendre compte à quel point j'ai oublié, enfin comment je pourrais dire ça, bien sûr que tous nos moments à deux sont gravés en moi, etc., mais tu vois, s'endormir seul, on pourrait imaginer une angoisse, etc. Très vite, j'ai arrêté de chercher Stéphane, très très vite, mais j'ai été surprise moi-même. Non mais tu vois, vraiment, ouais. C'était impressionnant. Tu sais, quand tu partages quelque chose avec quelqu'un, que tu vas dans un endroit magnifique, voilà, tu sais, puisque tu as beaucoup voyagé, moi j'adore voyager aussi, mais même... des choses, tu te promènes dans la forêt, des choses très simples. Bon, partager tout d'un coup de voir une renoncule, un champignon. Au début, tu te dis, il n'est pas là pour... Mais très vite, j'ai arrêté de me dire, de penser à l'autre et je m'émerveillais de ce que je voyais sans me dire, il y a personne à côté de moi pour le voir. Je me nourrissais de ce que je voyais. Et ça a été, mais d'une rapidité hyper surprenante. Et vraiment la clé, c'est que... D'ailleurs, c'était marrant parce que Stéphane, il m'a dit « Bon, j'imagine que tu vas me protocoliser ?» Je lui ai dit « Oui, bien évidemment. » Mais de manière, c'est quelque chose qui est donnant-donnant, puisque je récupère l'énergie que tu m'as prise et je fais en sorte que tu peux récupérer l'énergie que d'autres personnes t'ont prise. Donc, ces rituels chamaniques, voilà, ils sont très puissants pour ça. Et je pense que vraiment, la clé, c'est parce que j'ai à la fois... fait des rituels donc pour récupérer mon énergie perdue dans cette épreuve, et puis je suis allée chercher sur le plan transgénérationnel toutes les personnes qui avaient vécu des choses difficiles sur le plan amoureux, faire et refaire, tu vois, pour m'en libérer. Et c'est pour ça que finalement j'ai été à ce point-là étonnée de la rapidité avec laquelle j'ai avancé autrement, et en me reconnectant à cette joie. Voilà, moi, petite, je passais pour la rigolote, tu vois, la déconneuse. Je suis redevenue cette Natacha-là, et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui nous écoutent et qui vivent peut-être la fin d'une relation, c'est une occasion, voilà, de vous reconnecter à 100% à qui vous êtes vraiment, et peut-être moi j'ai senti que c'était un challenge pour contacter ma pleine puissance toute seule. Tu vois, j'ai personne, mais je sais que ça va durer le temps qu'il me faut pour réaliser combien je suis puissante toute seule. Ouais, c'est des moments de grande transformation quelque part, ouais. Quand on a des cycles qui se terminent pour reprendre un nouveau. Voilà. Tu sais, hier, en fait, il y avait les concerts de Mylène Farmer au Stade de France ces derniers jours, et ça a été l'occasion pour moi de revoir mon ex, avec qui je me suis séparée donc l'année dernière, après 9 ans de couple. Ceux qui écoutent le podcast, j'avais dit que j'en reparlerai plus forcément dans les nouveaux épisodes, mais là en fait, je l'ai revu. Ouais. Incroyable. Donc en fait, on s'est revus, ça faisait 8-9 mois qu'on s'était pas vus. Il y a vraiment eu cette coupure qu'on a eu du mal à faire. Mais après la séparation, on a continué à se voir, et il y a eu cette coupure là pendant 9 mois,
Et c'est pour ça que je suis retourné, que je suis allé en Colombie, que j'ai passé du temps pour moi. Enfin voilà, j'ai reconnecté à ma joie, comme tu l'as dit là. Et là, c'était très challengeant parce qu'on allait revoir un concert d'une artiste qui nous lie. Un concert, on en a fait plein de Mylène Farmer. C'est des moments à deux, et c'était peut-être ces moments où on était bien ensemble, c'était les concerts. On adore aller à des concerts, et c'est des moments de bonheur entre nous. Et quand je l'ai revue vendredi soir, c'était dur. C'était compliqué, parce que je revenais dans le passé. Ouais. Et hier, on retournait voir Mylène Farmer ensemble pour la 2e fois, et j'ai failli annuler. Ce week-end, j'ai failli annuler 10 fois. Lui envoyer un message en mode je peux pas. C'est trop dur. Je peux pas repasser ce temps avec toi. J'ai pas envie de te reconquérir, mais je vois que c'est trop de souvenirs. Ouais. J'ai pris ton livre. Ouais. Et j'ai fait le protocole 5. Génial. Hier après-midi. C'est vrai ? Ouais. En mode. J'aime bien parce que tu mets en plus, il faut poser l'intention, c'est ce qui est le plus important. Et j'ai dit, peu importe, allez, le protocole 5, je sais qu'un jour tu m'avais dit, fais le protocole 5. Je l'avais pas fait. Et là, je me suis dit, tu vas le faire. Bien joué. Et donc, j'ai mis un peu de sauge. Je me suis créé un espace. Je me suis enregistré sur mon téléphone, lisant les phrases. Excellent. Et vraiment prenant mon temps pour que ce soit vraiment une méditation. C'est la bonne méthode. J'ai fermé les yeux et j'ai fait le protocole. Je me suis senti beaucoup mieux. Ce temps pour moi, cette intention de je reprends, je coupe en fait, et je reprends mon énergie. C'est le protocole 5 ou le 6, c'est-à-dire tu imagines lui en face ou pas ? Non, là c'était juste le 5, d'accord. C'était juste le 5 parce que je t'avais entendu dire qu'il valait mieux refaire le 5 pour ensuite refaire le 6. Absolument. Ouais, surtout je sais pas, mais en tout cas, juste le fait de le faire. Hier, je l'ai revu. J'étais en énergie haute. Quand j'ai débarqué, j'avais un énorme sourire. Même lui était surpris. Parce que je pense que surprise. Il a été surpris. De me voir, mais dans cette énergie-là, en mode ça va et tout. Et en fait, ça a été beaucoup plus fluide. Génial. Je lui ai dit beaucoup plus de choses. Je lui ai dit la rupture a été difficile, t'étais un pilier pour moi. On a fait le concert qui s'est très très bien passé. Et en partant, je lui ai dit est-ce que tu permets que je te prenne dans mes bras ? Et je l'ai pris dans mes bras. Et je suis rentré beaucoup plus serein, beaucoup plus... Tu vois, je suis beaucoup plus zen aujourd'hui que le lendemain. Apaisé, beaucoup plus apaisé que le lendemain du premier concert. Et encore une fois, j'ai presque envie de te remercier parce que... mais c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Mais ça m'a aidé. Et en fait, c'est un bonheur de mettre en pratique les choses et que les livres de développement personnel, je dis très souvent, ça sert à rien de les lire si on ne pratique pas. Et tu le dis bien d'ailleurs, faites-le, mettez l'intention, c'est ce qui est le plus important. Et quelque part, du coup, toi aussi, tu l'as fait et tu as réussi à travailler. Tu l'as dit, il y a eu les protocoles, mais il y a aussi le lien avec l'autre. Ouais. Et j'ai l'impression que tu as recréé un moment d'amour aussi à l'autre. Non, mais bravo déjà, bravo pour ça et puis pour ce partage, merci. Oui, moi je suis complètement apaisée là maintenant, vraiment. On s'est revus plein de fois avec Stéphane, on se parle de temps en temps. Les choses sont... Voilà, ça restera quelqu'un d'important pour moi, d'exceptionnel. Mais ma vie, c'est plus lui. Et ça va. Et ça va vraiment. Donc, non, c'est vraiment, comment dire... puis il y a du respect... Il a compris aussi certaines choses, pourquoi j'avais reçu de la colère. Stéphane a eu cette bienveillance et cette gentillesse. Lorsqu'on a divorcé, je lui ai exprimé ce que j'avais ressenti. Mais il lui fallait du temps pour comprendre en fait lui aussi les choses. Donc je lui ai exprimé mon point de vue et il a tout à fait entendu. Et il m'a dit oui, désolé, voilà. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Ça aide aussi, tu vois. Quand quelqu'un s'excuse, ça fait du bien, quelque part, tu vois, sur la manière dont les choses sont faites. Donc, voilà. Mais c'est quelqu'un de fondamentalement bien, et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Et je sais que, voilà, aujourd'hui, en fait, la solitude, elle n'est pas là pour rien. Elle peut être là pour prendre conscience de nos qualités. Moi, tu vois, j'ai une amie là, elle est âgée, elle doit avoir 80, je dirais 80 ou 83 ans.
Son mari est malade, donc elle est pas avec elle, et elle doit faire plein de choses qu'elle faisait jamais. Bon. Et je lui dis, mais tu te rends compte? Je lui dis, tu conduisais pas, tu conduis. Tu dois faire ceci, cela. Tu te rends compte l'autonomie que tu as et tout ce que tu fais? Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce que tu t'imaginais capable? Non. Je dis, bon, déjà, c'est un cadeau extraordinaire. C'est que déjà, tu te rends compte que tu peux faire plein de choses toute seule et que tu n'imaginais pas. Et puis elle a souri, elle m'a dit, oui, c'est vrai, je suis contente à mon âge de faire tout ça. Donc, oui, que ça soit un décès ou que ça soit une rupture, prendre conscience qu'on peut faire beaucoup de choses et de s'écouter soi-même, quel plaisir. Et puis, il y a une forme de liberté, en fait, qui accompagne aussi ça. C'est que on fait les choses tout seul. C'est agréable aussi, tu vois. Comment on fait quand on a des croyances et des pensées qui sont limitantes, qui sont tristes, qui sont sombres, pour réussir justement à reconnecter? On peut le voir en théorie, on peut se dire il m'est arrivé ça. Alors évidemment, on parle pas de quelqu'un m'est passé devant dans le métro, hein. On parle de il m'arrive une séparation, peut-être un deuil, ou même une dispute entre deux amis, et on se parle plus et c'est dur quelque part. Comment on peut faire pour ok, il y a des cadeaux cachés, ok, on peut se dire, en fait, il y a le positif, on peut l'écrire même, mais si on le ressent pas, si on n'arrive pas à ressentir ça et qu'on se réveille le matin dans la tristesse, dans la peine. Toujours pareil, être attentif à ce qu'on ressent. Tu vois, tu parles de la tristesse et de la peine. Cette tristesse et cette peine, elle vient dire quelque chose. Donc, bien sûr, elle est liée à l'événement, mais pas que. Il y a peut-être de la tristesse et de la peine par rapport à des choses que la personne a vécues dans son enfance. Peut-être, je sais pas, un père manquant, peut-être une mère qui est peut-être pas attentionnée comme on aurait voulu, peut-être un sentiment d'abandon lorsque le frère ou la sœur naît et où on se sent moins regardé. Qu'est-ce que ma petite enfance a à dire de moi? Est-ce qu'il y aurait pas cette tristesse qui est déjà là au moment de l'enfance? Et là, plusieurs possibilités. On peut aller voir déjà un psy, un hypnothérapeute, un sophrologue, le thérapeute qui nous parle. Après, c'est le protocole 12, si je me souviens bien, qui est le protocole de consolation, qui permet de réembellir une situation du passé pour l'envisager autrement. En fait, si tu veux, Giacomo Rizzolatti, c'est un chercheur de l'université de Parme. Il a montré que grâce à nos neurones miroirs, notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel. D'accord ? Si moi je bois ce verre d'eau, au même moment, toi et tous ceux qui nous regardent, il y a les mêmes zones de cerveau qui s'allument. D'accord ? Bon, c'est prouvé scientifiquement parlant. Et donc, alors que tu n'as pas bu d'eau. D'accord ? Donc, le protocole 12, il consiste à imaginer un événement remontant le plus loin dans le passé. Par exemple, est-ce que tu peux me décrire un petit peu un exemple de ton enfance, ta petite enfance, où tu t'es senti très triste? Si c'est pas trop personnel. Est-ce que ça peut être l'adolescence? Ou il faut que ça remonte Alors, ça serait mieux que ça soit encore plus loin. Alors ce serait à 14 ans, à la séparation de mes parents, où ma mère est partie avec un homme dans le sud de la France. D'accord. Et où j'ai décidé de rester avec mon père, mais parce que j'étais breton, de Bretagne, et que pour moi c'est tout qui s'écroulait sous mes pieds quelque part. D'accord, je comprends. Ok, alors 14 ans, il y a probablement quelque chose encore avant. C'est 0,9 ans, mais on peut faire déjà sur ça. Alors, pour l'avoir, ça je l'ai su en parlant avec ma mère, justement, mais je m'en souviens pas. À 3 ans, elle a eu un accident de voiture. Ok. Et elle a été hospitalisée pendant 3 mois. Et entre 6 mois et 1 an, elle a été absente en rééducation. Voilà. On a le truc. Sentiment d'abandon et de perte de la mère, bien sûr. Voilà. Bon, alors là, c'est fabuleux parce que tu vas très vite et on comprend que tu me parles d'adolescence, puis 14 ans, puis là on est à 3 ans et on a trouvé. On a trouvé.
Alors le protocole 12, c'est un protocole de consolation où on va en fait se plonger dans cet événement et le réembellir parce que notre cerveau ne fait pas la différence d'eux. Et donc, ça va être, par exemple, je vais te dire, donc ça se passe, vous êtes chez vous et on te l'apprend mais tu n'as plus aucun souvenir, c'est ça ? Si, je me souviens de me retrouver chez ma grand-mère en fait. D'accord. Mon père il travaille, elle est plus là. Et on te le dit pas, on te dit rien ou on te le dit mais... On me le dit mais je vois pas en fait. Et elle a un accident de voiture, c'est ça ? Ouais, un grave accident de voiture. En plus j'ai su après que j'aurais dû être dans la voiture, que j'ai pas été. D'accord. Les chiens étaient, elle a perdu son chien. Enfin ça a été... Wow. La voiture a été broyée à cette époque-là. D'accord. Je l'ai vraiment pas vue. Pendant 3 mois je sais que je l'ai vraiment pas vue du tout. D'accord, ok. D'accord. Alors, tu peux fermer les yeux si tu veux ou simplement écouter, c'est comme tu veux. Mais le principe, c'est de s'imaginer à nouveau chez ta grand-mère et puis de placer, si c'est trop douloureux, dans une petite télé de 12 cm sur 12 cm, cette scène où finalement tu apprends que ta mère n'est pas là ou peut-être qu'on ne te le dit pas. Et d'imaginer que ta grand-mère s'approche de toi et te dit Nicolas, on ne te l'a pas dit à l'époque, mais je te le dis maintenant, même si, voilà, en pensée, tu as 3 ans et ta maman a eu un accident et tu vas pas la voir pendant quelque temps, ça va être très long pour toi, mais il faut que tu saches que tu es venu dans cette vie, je le sais parce que je suis une grand-mère, pour t'affranchir et te libérer de la blessure d'abandon. Quelque part, cette blessure, elle est venue très tôt, à 3 ans, c'est un tsunami émotionnel. Et elle va revenir après les autres fois pour te donner une chance de t'en libérer. Je suis ta grand-mère et ces choses-là, c'est mon âme qui te les raconte. Et le Nicolas d'aujourd'hui, tu as quel âge, Nicolas ? 38 ans. 38 ans. Avec toutes ses ressources et tout ce qu'il a vécu à travers ses voyages, il parle au petit Nicolas de 3 ans, en lui disant « Tu as beaucoup souffert parce que tu n'as pas compris la situation. C'était très dur. Et ta maman t'a manqué. Notre maman nous a manqué, voilà. Mais c'était une reconstruction, cet événement extrêmement douloureux, quelque part, il va t'aider à te libérer de ce que ton âme est venue chercher sur cette terre, c'est-à-dire te libérer de la blessure d'abandon. Et ta maman a accepté cette mission malgré elle et de manière totalement inconsciente de t'aider à te libérer. Et c'est pour ça que les choses vont se reproduire plusieurs fois parce que voilà, c'est un moyen pour elle de t'aider. Et le grand Nicolas, au moment de raconter ça, il prend le petit Nicolas de 3 ans contre lui, il le serre fort et tu peux te dire à toi-même, je serai toujours là pour toi. Il y a des choses que j'ai mal fait, mais j'ai fait de mon mieux. Tu n'as pas besoin du regard des autres pour avancer, pour exister. Tout ce qui se passe m'aide à grandir, m'aide à me libérer de mes blessures. Et je suis plus fort aujourd'hui qu'avant. Voilà. Et c'est vraiment ce va-et-vient entre le grand Nicolas d'aujourd'hui et le petit Nicolas qui vient réconforter en disant « Oui, les autres, c'est important. Oui, maman, c'est important. Et moi, je suis là pour moi. Et j'ai pas besoin du regard des autres pour exister. Je suis là pleinement dans ma mission d'âme. Et voilà, pour avancer. Et je serai toujours là. Tu seras toujours là avec tes ressources. Et si tu vois aujourd'hui le chemin accompli,
tu te rends compte. Je veux dire, tu t'es relevé de ces épreuves. Et à 3 ans, c'est pas facile. Le chemin accompli, il est fabuleux. La force, il faut prendre le temps comme ça de se rendre compte de la force que l'on a à l'intérieur de soi. Et tu vois, on parle d'amour aussi, etc. C'est aussi une blessure d'abandon quelque part. Toujours les choses, tu vois. Tu viens de mettre le point sur... Là, tout ce que tu as dit vient mettre le point sur des choses très personnelles et très profondes. Et là, j'ai reconnecté à des choses... justement, l'abandon, le regard des autres. C'est pas... Enfin, je suis pas en plein dedans, je dirais pas ça. Je suis en train de les traverser. Et c'est exactement ça. Et je comprends... c'est très touchant. C'est très touchant. Mais merci de partager quelque chose de personnel. Les gens le font rarement. C'est assez unique. En réalisant effectivement toutes ces étapes où tu as vécu, où les gens ont vécu l'abandon, c'est une blessure vraiment qui revient très souvent, qui se transforme souvent en rejet après à l'âge adulte. Mais quelque part, on regarde après l'ensemble de ces événements en se disant... toutes ces étapes où j'ai souffert, parfois très durement, c'était des occasions que l'univers, ce que Jung appelle la conscience cosmique, mais que j'appelle l'univers, met sur notre chemin pour nous aider à nous libérer de cette blessure. Et tu vois, moi je t'invite maintenant à te dire, chez ma mère, est-ce qu'elle a vécu des blessures d'abandon ? Peut-être elle est partie en pension quand elle était jeune. Peut-être qu'elle a été abandonnée par... je sais pas, elle s'est sentie abandonnée par son père ou sa mère. Est-ce que mes grands-parents, est-ce que mon père... Quelles sont les blessures d'abandon ? Parce que, si tu veux, à travers cette première épreuve de ta mère, puis les autres, 14 ans, etc., et puis récemment, eh bien finalement... le cadeau mal emboîlé, c'est de se dire, il y a un tsunami émotionnel, il y a des répliques ensuite, tout ce qui se passe après, ce sont des messages. Jung a dit, tant qu'on ne comprend pas le message d'une épreuve, il revient pour nous donner une chance de nous en libérer. Donc, le fait d'ouvrir les yeux, c'est la moitié du travail qui est fait déjà. Est-ce que justement, quand on voit nos blessures, quand les gens peuvent voir leurs blessures, que ce soit le rejet, l'abandon... Attends, juste avant que tu prennes, je finis. Et donc, cherche... dans ta famille qui a vécu des blessures d'abandon, de ton point de vue, et protocole 6+, de trouver ma place avec toutes ces personnes, en prenant son temps, mais tranquillement, tu vois, et tu vas voir que la blessure d'abandon, elle va 10 fois, 100 fois, 1000 fois t'impacter en moins. Vraiment, parce que tu vas revenir à la source. Le message compris, donc je non. Justement, quand on arrive à voir nos blessures, même pour toutes les personnes qui potentiellement on travaille déjà sur elles, donc elles connaissent un petit peu. Quand il s'agit d'aller voir sur nos parents, on a besoin de leur parler ou c'est pas nécessaire. Est-ce que justement on n'est pas obligé d'aller au contact communicatif avec eux ? Pas du tout. Ouais, ça peut être un travail vraiment personnel. C'est un travail personnel et tu vois, en parlant, par exemple, imaginons quelqu'un qui part en pension à l'âge de 5 ans, peut-être que ton père, il va te dire non, mais j'ai adoré, c'était bien, etc. Et il n'osera pas te dire que, ou bien c'était très dur, je l'ai vécu comme une injustice. Mais toi, quand il pense, tu le vis comme un abandon. C'est soi-même, il faut ramener à soi. Parce que chacun le vit de manière différente. Donc comment, à travers les événements, tu vis les choses et voilà, il faut se renseigner. Mais non, t'as pas besoin. Et puis de manière, ces rituels, on les fait seuls, chez soi, en imaginant la personne en face de soi et en disant, voilà, je sais pas, papa, par rapport à tes frères, tu t'es senti moins aimé, je dis n'importe quoi, tu t'es probablement senti abandonné, sache que moi, la blessure d'abandon, je l'ai vécue pour ça, donc c'est terminé, je refuse de porter tes fardeaux, parce que je suis unique et je suis surtout différente de toi. En quoi ces protocoles, justement, réussir à... Ce qui est intéressant, c'est que ce que tu proposes, déjà, ça demande personne d'autre. C'est que quelque part, on est indépendant. Voilà, si on veut le faire à 2h du matin dans sa baignoire, on peut. C'est ça. Mais en quoi, justement, le fait de dire ces phrases, de les ressentir, j'ai presque envie de te dire, pourquoi ça marche ? Ouais. Ouais, mais c'est une vraie question que je me suis posée. En fait...
On le sait, tout est vibration, donc on est tous reliés. On sait grâce à Einstein, E égale mc2, donc dès qu'il y a de la matière, il y a de l'énergie, d'accord? Donc notre corps, il est constitué de matière, donc il y a de l'énergie. L'énergie aussi, en cours de biolo, on sait que ce sont les mitochondries, ce qu'on appelle les centrales énergétiques dans notre corps, qui donnent de l'énergie à chaque cellule de notre corps. Notre corps, il est fait d'énergie, voilà. Et d'information, l'information qui permet justement à la matière d'avancer dans une direction. Bon, donc on est constitué de milliards d'atomes, et un atome, c'est juste 0,001% de matière, le noyau, et tout le reste, c'est l'énergie de l'information. Et donc, parler à soi-même, eh bien, ce sont des mots, donc de l'information, dit avec une certaine intention, une certaine énergie. Énergie, information, 99,99% de ce qui me constitue. Donc déjà, c'est pour ça que ça marche. Ensuite, toujours grâce à nos neurones miroirs, comme notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et d'imaginé comme étant réel, eh ben, et même, je prends un autre exemple pour prouver ça. Tu sais, le principe de j'ai une boule d'aluminium, je te la donne. Tiens, prends-la. Ouais. Tu la vois? La boule d'aluminium, elle est froissée un peu. Ouais, ok. Ouais. Ouvre la bouche. Ouais. Tu la mets et tu serres entre tes dents fort la boule d'aluminium. Ouais. T'as envie ou pas? Ouais. Il y a même des gens qui me disent je sens le goût de métal, j'ai pas envie. Et la boule, elle y est pas. Comme le citron, comme imaginer du citron dans la bouche. Voilà. Bon, elle y est pas la boule là d'aluminium. Ou imaginez quelqu'un qui met ses ongles sur un tableau. Ouf, ça me donne des frissons. Il y a personne là qui fait ça, non, tu vois. Tu sais, ou du polystyrène. Moi, je supporte pas le polystyrène. Bon. Donc mon collègue de taf qui tape sa cuillère contre ses dents quand il mange. Là, je le ressens aussi. Non, mais en effet, il y a des choses. Bon, donc ça, on l'a pas vécu, on vient de l'imaginer, et pourtant on a cette sensation. Donc, le fait d'imaginer une personne face à nous et de lui dire les choses, eh bien, notre cerveau ne faisant pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé comme étant réel, eh bien, le petit protocole 12 de consolation, notre cerveau va intégrer le fait de voir cette grand-mère bienveillante qui, avec sa sagesse, et puis ce grand Nicolas qui parle à ce petit Nicolas de 3 ans et qui lui dit « Je serai toujours là pour toi, tu n'as pas besoin du regard des autres. » Eh bien, que tu le veuilles ou non, Nicolas, ton cerveau l'a intégré, cette expérience. Que tu le veuilles ou non. J'ai presque eu une preuve cet été de preuve. On n'est pas en train d'interrogation où je te sors des preuves, mais de ce pouvoir-là. Ouais. Je le fais très rapidement juste pour toi, pour te mettre dans le contexte, mais pour ceux qui veulent écouter, c'est l'épisode 79 sur la péniche en Bretagne, semaine de silence. J'avais tout coupé, pas de téléphone, pas d'ordi, pas de livre, pas de musique, et j'avais laissé le vide, l'univers. J'avais vu ton post. Ce que j'ai besoin. Encore une fois, là, pour ceux qui veulent vraiment, parce que c'est tout un processus d'une semaine, donc c'est compliqué, mais on va dire que j'ai réussi à déconnecter le mental, déconnecter de tout, parce qu'au bout d'un moment, la nature est rien pendant une semaine, on retrouve à soi. Et le dernier jour, j'ai fait un travail de libération par rapport aux ex qui m'avaient... Mais là, pour le coup, c'était en balade méditative, ça m'est venu comme ça. D'accord, intuitivement. Intuitivement, je vais dire merci à mes ex qui m'ont fait du mal. Je vais leur faire un câlin. J'ai imaginé leur faire un câlin. Et je terminais par faire un câlin à un arbre. Je n'ai jamais fait de câlin à un arbre. Tu vois, c'était un truc que je faisais. Mais vraiment, je suis tout seul dans la nature. Allez, l'arbre, il m'appelle. Je lui fais un câlin. Je sens l'énergie monter. Je lui dis, prends toutes ces énergies du passé qui ne me concernent pas, plus. En tout cas, je sens cette énergie partir. Alors, raconter en vite fait comme ça peut être drôle, mais vraiment, quand vous écoutez l'épisode entier, il y a un vrai sens. Il y a eu ces premières choses, c'est des vaches qui m'ont couru après, alors que ça faisait 6 jours qu'elles ne me calculaient pas, que j'essayais de les caresser, de les toucher, elles ne me voyaient pas. Ce moment où je me suis senti libéré émotionnellement, elles sont arrivées en courant pour que je les caresse. La vache. Ça faisait 6 jours. Oui, mais ça faisait 6 jours que je passais devant elles, 2 fois par jour, 4 fois par jour. Et ton énergie avait changé. C'est incroyable. Et j'étais là pour aussi travailler... À 17 ans, une rupture plus que douloureuse. Ouais. À 17 ans, j'en ai 38. Ouais, c'est incroyable. Le lendemain, ouais. Quand je rentre chez moi, cet ex
Mais non. m'envoie un message. Sérieux? 21 ans plus tard. Mais non. Truc de Pour me fou. proposer de prendre un verre. Sérieux? Parce que j'étais à Morlaix et que lui m'a dit, à tout hasard, cet été, t'es pas à Morlaix, prenons un verre. Incroyable. 21 ans plus tard. Et je venais de travailler ça la veille. Ouais, c'est beau. Mais c'est là où, et tu vois, on parle de vibration, de lien. C'est la preuve. C'est la preuve qu'on est tous reliés. Tu penses à quelqu'un, bing. Voilà, c'est la preuve. Non, mais t'as fait un travail. Voilà, tu t'es créé ton propre rituel et bravo. C'est génial parce que tu as trouvé les mots, tu as trouvé l'attitude, l'intention, le moment. Alors, il faut se donner du temps. Tu as eu ce courage-là aussi parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est la frénésie. Et donc, c'est important de se donner ce temps-là aussi. Et parfois, une rupture, ça sert aussi à ça, se donner du temps. Se dire, tiens, il faut que je m'occupe de moi. Voilà. Donc ça, c'est génial. Mais bravo. Les animaux sentent énormément nos changements. Énormément. Impressionnant. Comment on fait Tu sais, j'ai l'impression que dans ce monde, justement, là, on parle beaucoup de rupture, mais quelque part, on veut aller bien, on veut être heureux, on veut être épanoui. Ouais. Et il y a des personnes qui font plein de formations, qui lisent des livres, qui essayent plein de choses, qui vont voir des voyants, des médiums, des thérapeutes. Et 30 ans plus tard, et j'en vois des fois dans des séminaires, j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'elles travaillent sur elles. Et elles sont toujours avec leurs blessures, leurs problèmes, etc. Et attention, je dis elles, mais ça fait 4 ans que je travaille beaucoup sur moi. Évidemment que j'avance, mais je me dis, mais ça va durer combien de temps aussi? Tu vois, parce qu'on peut toujours trouver des choses. Ouais. Pourquoi, selon toi, justement, au bout d'un moment, on a... Alors je dis je trouve que le il n'est pas bien trouvé, mais bref, les gens peuvent avoir une certaine dépendance. À tout ça? À tout ce qu'on nous propose en spiritualité et développement personnel. Déjà, moi, si tu veux, je trouve que quand on a trouvé les bons outils, la vie est quand même plus cool, hein, plus sereine. Déjà, je trouve, moi, franchement. Première chose, parfois, il y a une frénésie parce que ça permet de remplir même un vide, tu vois, d'existence. Mais pour moi, attention, voilà. Attention à la frénésie qui annule finalement les effets de l'un et de l'autre. Tu vois, moi, j'avais des personnes, une fois, qui me disaient je vois un guérisseur à peu près tous les 3 jours. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que ça va rentrer en conflit avec le travail de l'autre. Enfin, c'est n'importe quoi. Je voudrais faire un aparté sur la voyance. Parce que pour moi, c'est très, très dangereux. C'est un truc. Le nombre de personnes qui me disent est-ce que vous connaissez des voyants ou est-ce que vous connaissez des médiums en pensant en ne faisant pas la différence entre un médium et un voyant. Un médium, c'est quelqu'un qui entre en contact avec des personnes défuntes, si on y croit. Voilà. Les défunts ne connaissent pas l'avenir. Donc, entrer en contact avec un défunt pour l'avenir, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si le défunt a connaissance de quelque chose de dangereux pour vous, il va entrer en contact d'une manière ou d'une autre et vous aurez l'information. Sinon, non. Donc, entrer en contact avec un défunt parce que on a perdu un enfant, un mari, un parent, et que on a envie d'avoir quelque chose de cette relation avec la personne. Oui, bien sûr, à condition d'aller voir quelqu'un qui a une belle réputation, parce qu'il y a des arnaqueurs et des charlatans partout, et à condition aussi que ça ne devienne pas comme si on prenait coup de fil pour parler, parce que ça n'a pas de sens. Ensuite, le voyant, j'en ai connu quelques-uns qui étaient très bons, on avait testé d'ailleurs avec Stéphane. Il y en a une, Maud Christen, qui disait quelque chose, je trouve, qui m'a beaucoup parlé. C'est comme une lampe torche que notre vie est un tronc d'arbre. On a 3 branches en face de nous, ou 5, pas plus. On a toujours le choix de prendre telle direction. Donc, il y a déjà des choses qui sont écrites. Il y a 5 branches, il n'y en a pas 10 000. Mais après, il y a une ramification qui est possible. Et on a le choix de prendre cette branche petite, cette branche grosse, cette branche moyenne, cette branche, etc. Et le voyant, le bon voyant, il a une torche qui montre une des possibilités à l'instant T. Ça veut dire que si on prend une autre décision, il aura tort. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, et ça dure, et elle disait, c'est 3 à 6 mois maximum. Moi, j'ai vu des vies brisées à cause d'un voyant.
notamment un ami, médecin, très belle réputation, une vie extraordinaire, marié, des enfants, etc. Bon, il perd un enfant, il rencontre une voyante qui va devenir sa femme et qui, à la première séance, lui dit « Vous avez perdu un enfant, donc c'est la réalité, donc ça le scotch. » Et elle lui dit « Vous allez écrire un livre et vous allez avoir une reconnaissance internationale. » Il a écrit un livre qui s'est vendu à 300 exemplaires et il a eu l'impression toute sa vie, Nicolas, d'avoir raté sa vie. C'est quelqu'un qui était d'une tristesse infinie juste à cause de cette phrase. Si elle lui avait pas dit ça, il aurait vu sa vie magnifique, tu vois. Donc, faut faire vraiment attention parce que parmi les différentes choses qu'on va nous dire qui sont réelles, il peut y avoir quelque chose de faux qu'on n'oubliera jamais. J'ai une expérience avec une voyante cet été qui a conditionné un changement de vie quelque part là en début d'année. Elle me dit que j'allais déménager. C'est vrai que j'avais envie de déménager puisque après ma rupture, je suis passé d'un 60 mètres carrés à un 17 et que je comptais pas passer ma vie dans le 17 mètres carrés. Donc il y avait une envie qui était là. Donc quand elle me dit ça, je suis pas étonné. Mais elle me dit, tu vas déménager dans la même copropriété. Dans la même copropriété. Ouais. Donc dans le même immeuble, ce qui est quand même assez précis. Et je dis c'est étonnant, et elle me dit en tout cas c'est du relationnel, pour moi c'est le même immeuble, elle revient là-dessus et ce sera plus grand. Et j'ai gardé ça en tête, évidemment on n'a pas parlé que de ça, mais j'ai gardé ça en tête. Et il se trouve que quand je suis rentré à Paris en septembre, j'avais visité un appartement 6 mois plus tôt, à l'époque j'envisageais d'acheter, et il se trouve que sur le même palier, il y avait un appartement à vendre, que j'ai visité 2 fois, donc je m'étais quand même un peu projeté. Et l'agent IMO m'avait dit, si il ne repart pas à la vente, il sera remis en location. Parce que elle m'a dit ça, j'ai appelé l'agent IMO pour lui dire, au fait, ça en est où ? Et elle m'a dit, en fait, il repart en location, j'envoie les dossiers ce soir. Là ? Ce soir, quand j'ai appelé, j'envoie les dossiers ce soir. J'appelais le jour où ça allait être fait. J'ai envoyé mon dossier, j'ai eu l'appart. Si la voyante ne m'avait pas dit ça, jamais j'aurais rappelé l'agence pour avoir cet appartement. Jamais. Et je me dis, faire attention. J'ai été influencé. C'est pas de la voyance, parce que c'est pas l'agent immobilier qui m'a appelé pour me dire tenez l'appartement. C'est moi qui ai provoqué parce qu'on m'avait dit quelque chose. Et je pense que même dans la voyance ou dans le développement personnel, il faut faire attention à ce qu'on nous dit. Et ne pas tout prendre comme argent comptant. Voilà. Moi, je me souviens d'une femme qui m'avait dit, c'était l'amie d'une amie, qui m'avait dit mon mari m'a quitté, mais la voyante m'a dit qu'il va revenir, donc j'attends. Je dis qu'est-ce que tu fais ? Rien. Elle m'a dit qu'il va venir, donc il va revenir. Mais il est jamais revenu. Jamais. Donc bon voilà. Je tiens juste à préciser que je suis très contente de l'appart. Moi, c'est anecdotique. Je trouve que c'est intéressant. Mais après, moi, je vais bien. L'appart est top. Je suis très content. Et donc, tu vas le visiter, tu vas le voir. Mais je vis dedans. Ah, ça y est, tu y es. Mais ça s'est fait en 1 semaine. Ah oui. Mais si tu veux la subtilité du truc, c'est qu'il peut y avoir des très bons voyants. Il y en a qui vont dire ce qui est vrai, ce qui va arriver. Et puis peut-être qu'elle va dire vous allez rencontrer un homme qui aura 2 ans, 3 ans de plus que vous et qui sera plutôt châtain, et du coup tu regardes plus les blonds, tu regardes plus les bruns et tu passes à côté de ta life. Non mais tu vois, parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé, c'est là où ça devient le pire, tu vois. Ouais, mais elle s'est pas trompée sur l'appart. Donc si elle m'a dit que j'allais rencontrer un châtain, je vais forcément rencontrer un châtain. Et puis en fait, tu rencontres un blond qui aurait pu être le mec de ta vie, et puis en fait, tu regardes pas parce qu'il est pas blond. Et au final, ne crée-t-on pas, nous, notre propre réalité tout le temps ? Mais bien sûr, en fait. Bien sûr. Donc c'est pour ça, parce que si tu veux, donc ça peut induire, bien sûr, et puis ils le font en toute, honnêteté, ils ont envie d'aider les gens. Mais attention, parce que mais tellement de gens qui sont passés à côté juste parce qu'on leur avait dit quelque chose et que c'était pas vraiment, et au lieu de vivre la vie, ils se laissent influencer par quelque chose. Là, l'appartement, c'est bien, ça t'a aidé, c'est génial. Mais voilà. Donc attention. Est-ce que t'es heureuse ? Ouais, super heureuse. Ça se voit, mais je le demande quand même. Ouais, super heureuse. Vraiment super heureuse. Et puis cette aventure-là qui se passe,
J'ai l'impression, ouais, c'est un peu comme une renaissance. J'ai vraiment l'impression de... Ton spectacle, là, tu as eu la première à Pau. Ouais. Ça s'est passé comment? C'est quoi le lien que tu as avec le public? C'est complet. Écoute, le spectacle commence avec une musique spéciale et j'arrive après. Et j'étais pas encore arrivée, ils me voyaient pas, ils ont applaudi en disant Natacha, Natacha, Natacha. Donc j'avais pas commencé du tout, donc c'était incroyable. Non, ils ont été fabuleux, fabuleux, fabuleux. Ça a été un grand moment et je me suis vraiment mis la pression parce que j'ai donné des centaines de conférences et même mon régisseur lumière m'a dit Natacha, c'est comme si tu donnais une conférence, stresse pas et tout. J'ai pas réussi parce que c'est vraiment, tu vois, c'est dans une salle de théâtre, il y a tous les codes. Pour la première, chacun s'offre un petit cadeau symbolique, tu vois. Donc il y a plein de rituels comme ça que je connais pas et du coup ça m'a sorti de ma zone de confort et je me suis mis une pression de fou. Donc je pense que je me suis pas autant amusée que j'aurais souhaité m'amuser, mais le public a tellement été impressionnant et à la fin ils se sont levés et tout ça. Enfin, et puis j'ai reçu tellement de messages incroyables et notamment, et ça m'a vraiment fait plaisir, beaucoup de personnes qui m'ont dit j'ai compris des choses par rapport au protocole. Il y a eu un déclic, tu vois, je fais faire un exercice pour comprendre d'où viennent nos blocages. Et alors, je descends dans le public et une fois que l'exercice est fini, je dis est-ce qu'il y en a qui ont déjà pris conscience de certaines choses? Et là, il y avait un monsieur dans l'angle, il fait oui, moi j'ai pris conscience de plein de choses et tout ça, mais avec une force incroyable. Bon, et ça, je me dis bon, bah, je suis à ma place, tu vois. Donc, c'est fantastique, tu vois. Et de me dire que je vais aller à Toulouse, à Lyon, à Lorient, Besançon, Dijon, Clermont-Ferrand, Rennes, Paris, donc Bruxelles. Bon, donc ouais. Et c'est notre manière de voir les choses. Le spectacle est complètement écrit, donc voilà, c'est 14 pages par cœur. C'est pour ça que je disais, je me sens un peu étudiante parce que obligée d'apprendre 14 pages par cœur, c'est waouh. Et alors le truc rigolo, c'est que Véronique Gallo, qui est ma coach en mise en scène, qui est une humoriste qui fait beaucoup de seul en scène, elle est venue chez moi pour m'apprendre plein de choses au niveau du spectacle, au niveau de la manière dont dire les choses, de se déplacer, etc. Ça a tellement été nouveau pour moi que quand elle est partie, je vais pour réciter à nouveau le spectacle. Nicolas, j'avais tout oublié, je me rappelais à peu près la première page. Et après le vide, j'ai été en panique totale en me disant oh, j'ai tout oublié, ma première est dans 10 jours, mais comment je vais faire? Et puis finalement, ma sœur, Lydie Castel, a trouvé les mots et elle a vu un documentaire sur Usain Bolt sur France 2. Ouais. Et en écoutant le coach parler à Usain Bolt, elle a vu que j'étais en panique. Elle est venue me voir en me disant des mots et ça m'a reconnecté en fait avec tu vois, j'ai arrêté de me dire j'y arriverai jamais avec le truc bah oui bien sûr que si, je vais y arriver et du coup tout est revenu, mais j'ai eu des moments de montagne russe émotionnelle de folie. Mais globalement dans ta vie justement t'es une personne qui peut douter beaucoup? Est-ce que je doute beaucoup? C'est quand on sort un livre, quand on monte sur scène, il y a du stress. Ah ouais, j'ai du stress. On délivre quelque chose, mais est-ce que le public va être réceptif? Est-ce qu'on va plaire? Est-ce que... Tu vois? Ces questions-là ne me viennent pas. C'est plus, est-ce que je vais être à la hauteur? Ouais. Voilà. Après, si tu veux, le message et le discours, je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour aider les gens. Donc, souvent, je le teste avant. Donc je sais que ça marche et ça aide et que les livres, tous les protocoles et rituels, je les ai tous faits plein de fois sur moi, donc, et plein de gens l'ont fait, et à l'époque je faisais des ateliers, donc je sais que ça marche. Donc j'ai pas de doute à ce sujet-là. Par contre, est-ce que le livre va être à la hauteur de l'espérance des gens? Est-ce qu'ils vont le comprendre? Est-ce que moi je vais être à la hauteur au moment du spectacle? Est-ce que je vais pas être bouffée par mon stress?
Oui, ça c'est des questions super, comment dire. Ouais, j'ai vraiment été stressée et le public m'a vraiment aidé. Bon, et puis là, j'ai quelques jours entre la prochaine qui est à Rennes, donc qui est le 10 octobre. Donc ça me permet aussi d'intégrer, si tu veux, cette expérience. T'as un rituel justement avant de monter sur scène Toujours. Pour te recentrer? Pour me recentrer, non, mais c'est un des protocoles de la clé de votre énergie pour nettoyer le lieu et pour monter la vibration du lieu, de telle manière à ce que ça se passe bien, etc. Pour les gens avant tout, et pour moi aussi, et que je puisse répondre à leurs attentes. Donc j'ai toujours le même rituel avant conférence, maintenant avant spectacle, systématiquement lorsque j'interviens quelque part, ouais. Est-ce qu'en posant, justement, quand on dit rituel là, j'ai l'impression que c'est poser une intention. Quelque part, c'est poser quelque chose de fort, de savoir, on est là pour telle raison, pourquoi on le fait. Oui, et puis demander l'aide du lieu, tu sais. En Occident, on dit toujours, la volonté fait tout. Donc on fait une intention, etc. En Orient, ils ne considèrent pas ça comme ça. Ils disent, dans toute décision, notre volonté, elle ne compte que pour 20% dans le résultat final. C'est pas beaucoup. Ouais. Le lieu où on prend la décision, elle compte pour 30%, c'est-à-dire plus. Et le moment où on prend sa décision, il compte pour 50%. On a tous expérimenté le fait que parfois on a des années avec et des années sans. Non ? Il y a des moments où tu te dis, putain, à compétence égale, je suis moins fort, moins punchy, moins... Mais c'est qu'on a, au lieu d'avoir le vent dans le dos qui nous pousse, on a le vent de face. Et donc du coup, c'est compliqué, c'est dur, on rame. Avec le vent de face, c'est pas évident. Bon. Donc, en Orient, ils disent, mais Chine, Japon, Inde, top 5 des pays les plus riches au monde, c'est pas la gnognotte. Ils disent, il faut s'allier avec le lieu de vie ou de travail pour lutter contre le temps lorsqu'il nous est défavorable. Donc, moi, oui pour les intentions, mais je m'allie le lieu, protocole 13, l'énergie du lieu. Ce qu'en Chine, ils appellent le noble céleste. C'est-à-dire que, tu vois, dans tous les restaurants chinois, indiens, etc., tu as des petits hôtels. C'est pas pour faire beau, hein. C'est l'énergie du lieu. Elle est un allié. Moi, j'ai donné une conférence auprès des patrons du 440, les anciens d'HEC. Je leur expliquais ça, tu vois. L'énergie du lieu. Et ils étaient fous de joie, tu vois, en me disant « Waouh, mais oui, en Orient, mais il n'y a pas un endroit qui se construit sans faire appel à l'énergie du lieu. » Et j'ai même deux questions incroyables de ces patrons-là. Il y en a un qui m'a dit « Est-ce que l'énergie du lieu, elle est aussi dans les yachts ?» Je n'avais pas prévu de répondre à cette question. J'ai dit « Oui, bien sûr. » Et il y en a un autre qui m'a dit « Moi, dans mon bureau, donc je ne sais pas comment était le bureau, mais il devait être immense, j'ai une statue de chien rouge qui fait 3 mètres de long. » T'imagines ? Je lui parle tout le temps. Est-ce que c'est l'énergie du lieu ? Je dis « Oui, vous l'avez symbolisée là. » Elle est partout, cette énergie. Mais bien sûr, c'est génial, je peux continuer à parler à fond. Voilà. Et donc, quand je veux, par exemple, un résultat sur un projet, tu vois, petit protocole 13 pour me connecter avec l'énergie du lieu et en faire mon allié. Donc, c'est pas que l'intention, c'est l'énergie autour. L'énergie du lieu, et d'où l'importance de se sentir bien chez soi, je pense. De pouvoir s'ancrer chez soi. Et c'est pour ça peut-être que vivre en pleine nature aide, mais on peut recréer ce cocon-là aussi en ville. Après, c'est comment on aménage. Et là, tu l'as bien expliqué, je trouve que c'est un point important. On en parle peu, comme si c'était tout le temps nous. Mais quelque part, là où on est, va impacter qui on est et comment on fait les choses. Mais tellement. Il y a une énergie du lieu, il s'est passé des choses, même si le bâtiment a été construit récemment, il y a tellement longtemps. Voilà, Rupert Sheldrake, qui est un biologiste anglais, il parle justement de cette mémoire universelle, ce que les parapsychologues appellent la mémoire des murs. Il y a une énergie, si jamais dans ce lieu, il y a des gens qui sont en colère et qui crient, il y a quelque part à l'intérieur de cet endroit de la colère. Si on pleure dans cet endroit et qu'on a énormément de tristesse, eh bien, il y a cette énergie de tristesse. On lave bien nos draps. Pourquoi on lave pas l'énergie ? Donc,
pareil, il y a les petits protocoles pour nettoyer l'énergie du lieu. Tu parlais là justement, il y a des années où des fois on a le vent en poupe et tout roule, et puis des fois on se dit mais c'est pas possible. Comme tu dis, à compétence égale, ça fonctionne pas comme on veut. Ça m'a fait penser à la numérologie. Oui, en fait, absolument. Forcément, ça me fait penser à ta sœur, mais qui est numérologue, Lydie Castel, chez qui je me suis formée et je suis fan de numérologie. J'adore ça. Elle a un outil, elle a dépoussiéré le truc. Hein, tu t'en sers, toi, justement C'est quelque chose qui t'aide au quotidien? Enfin, peut-être pas au quotidien, mais... Pas au quotidien, parce que sinon, ça devient quelque chose qui prend trop, tu vois, de compter. Mais par exemple, tu vois, quand j'ai des interviews, je vois dans quelle énergie je suis de la journée. Tu vois, et donc c'est quand c'est vendredi, j'ai une interview sur Europe 1. On sera le 4, c'est ça? 4, 5. Voilà, c'est ça. Je serai en énergie 1. 1, le début de quelque chose, il faut prendre le lead, etc. Ça m'aide à me positionner, tu vois. C'est pas du tout la même chose si je suis en énergie 7, du jour 7, il y a plus quelque chose de l'ordre de l'humilité, la connaissance du travail à fond la caisse, tu vois. Et du coup, ça permet de... Voilà, lorsqu'il y a des rendez-vous vraiment super importants, tu vois, aujourd'hui, je suis en énergie 8, voilà, avec toi. Ah ouais, de puissance. Voilà, d'énergie, voilà. Donc, et ton année, t'es en année quoi? Cette année, je suis en année 5, la conquête. Ah oui, les nouveaux chemins, l'innovation, les nouveaux projets. Absolument. Génial. Voilà. Tu étais en plein dedans. Ouais. Non, mais complètement. Et ouais, c'est fou. C'est fou, ça éclaire bien. Il faut faire les choses et puis regarder. Mais effectivement, la numérologie aide à comprendre que parfois, on a une année qui souffle un peu de face. Et c'est pas grave. Souvent, on apprend que quand il y a une année qui souffle de face, derrière, l'année suivante, ça va pousser encore plus loin. On dit souvent, une année, je fais un pas en arrière, je fais 2 pas en avant. Ensuite, donc, c'est bien parce que ça permet de se dire, de ne pas s'épuiser. En se disant, ça me donne demande 2 fois plus d'énergie pour faire les choses, c'est compliqué. Ah oui, mais j'ai le vent de face. Ok, je m'épuise pas, je lève un peu le pied, je pars en vacances un peu plus. Tu vois, dire, on s'adapte. Toi, t'es en énergie quoi cette année? Je suis en énergie 2. D'accord. Typique. Et donc 2, duo, l'eau, de la collaboration, mais aussi l'introspection, le ralenti. Le ralenti. Je pensais à ça, justement, quand j'ai dit 2, souvent l'énergie 2, c'est une impression de faire un pas en arrière. Vraiment. L'énergie 2, tu as l'impression de faire un pas en arrière. Et puis, l'énergie 3, quand elle revient l'année prochaine, au 1er janvier, purée, mais tu as 2 fusées derrière. C'est étonnant parce que cette année, en étant dans cette énergie 2, je vois que toute toute mon année est faite grâce à des collaborations. Voilà. Je pars en Colombie, je rencontre des gens via la collaboration, via Instagram. En fait, tout. Je suis pas seul. Et même quand je vais être seul, je le suis pas vraiment. Sauf quand je décide de reprendre du temps pour moi, pour faire une retraite de silence en Colombie, être sur ma péniche en Bretagne tout seul. Et tu vois, je reprends ces temps-là aussi parce que j'en ai besoin et je le ressens. Et moi, souvent, la numérologie, je le dis, c'est Lydie Castel qui en parle très bien, ce n'est pas un art divinatoire. Non. Est-ce que vous sentez cette énergie ou est-ce que vous ne la sentez pas? Et moi, je suis juste cette énergie que je ressens. Et je me dis, tiens, effectivement, on est sur le bon chemin. Et je trouve que, tu disais tout à l'heure, c'est de connaître les bons outils qui fonctionnent pour nous. C'est que on n'a pas tous les mêmes. Mais voilà. Ça va pas résonner. Pour certains, ça va résonner. Pour certains, les protocoles vous diront bof. Pour d'autres, ils jurent plus que par ça. Tu vois, j'ai reçu un message d'une femme là ce matin qui me disait est-ce que je peux utiliser vos protocoles dans ma pratique thérapeutique? Déjà, elle pose la question, c'est génial parce qu'il y en a plein qui posent pas la question. Et je lui dis oui. Bon, alors vous n'êtes pas formé, donc vous le prétendez pas, mais bien sûr. Et moi, je suis ravie quand les gens s'accaparent les choses. Et donc, pour chacun, l'important, c'est de trouver son outil, comme tu dis, tout à fait. On arrive à la fin de cette interview.
Avec toi, je pourrais parler des heures. Non, Parce que c'est vrai que je mais trouve avec que... toi aussi. Non, on pourrait avoir plein de choses à se dire, à ouais. partager. Ouais. Et vraiment, je tiens à te dire que t'es tellement rayonnante et c'est beau parce que tu t'es montrée très vulnérable à l'interview qu'on a fait il y a un an. C'était un moment difficile pour toi. Ah ouais, et c'était dur. Ouais. Aujourd'hui, tu reviens rayonnante, t'es heureuse. Et je trouve que tu es l'exemple aussi de montrer qui je suis, comment j'avance. Et on peut se foutre de la paix aussi avec nos difficultés. Des fois c'est dur, des fois c'est moins dur. Et je trouve que cette transparence que tu as est inspirante là où certaines personnes veulent montrer que le top, que la surface. Ouais, c'est super que tu dis ça. Tu vois, pendant le spectacle, j'explique pourquoi finalement dire nos échecs, nos épreuves, nos erreurs, pourquoi c'est important. On est dans une vie où à cause des réseaux, on ne montre que le beau, le glorieux, on se montre sous son plus bel aspect, on met des filtres, ce qui n'est pas mon cas. Mais je dis, tu vois, pour ceux qui ont des enfants, racontez vos échecs, racontez vos épreuves, racontez vos errements, racontez le fait que vous vous trompez, que vous vous êtes trompé, que vous avez fait des erreurs, que vous avez culpabilisé. Pourquoi ? Parce que l'aspect transgénérationnel qui a plus de 100 ans maintenant d'études, puisque Freud et Jung sont les premiers à l'avoir étudié, qui a fait tant l'objet d'études cliniques et qui vraiment est quelque chose que tout le monde, comment dire, peut appréhender dans sa vie, ces cycles comme ça qui se reviennent d'une génération à une autre. Et si on apprend que nos parents ont fait des erreurs, ou que nos enfants apprennent que nous avons fait des erreurs, que nous avons peut-être sur le plan amoureux, ça a été dur à un moment donné, que sur le plan du travail, on a eu des difficultés pour sortir de l'invisibilité, etc. Et que l'enfant, ou l'adolescent, ou le jeune, il se dit, mais attends, mais moi c'est ce que je suis en train de vivre. Et que, comme dit Anne Ancelin-Schussenberger, donc cette psychologue, il suffit parfois de prendre conscience de ses loyautés familiales pour s'en libérer. Eh ben, le fait de prendre conscience de quelque chose que nos parents ont vécu peut permettre de dire, ah ben oui, mais c'est son épreuve, c'est pas la mienne. Je suis différent, je suis unique. Donc ça me concerne pas. J'espère qu'on n'entend pas mon ventre, j'ai faim. Calme-toi, la bête. Ça suffit. Donc voilà, partagez vos errements, vos erreurs. Merci de m'avoir lancé là-dessus parce que pour moi c'est super important, voilà, d'expliquer. Et même, tu vois, les erreurs des grands-parents, tu vois, un tel a fait ça, est-ce qu'il a vécu la même chose de son côté, il a fait ce qu'il a pu ou elle a fait ce qu'elle a pu, tu vois. Essayer de montrer qu'on est faillible, qu'on fait des erreurs, c'est super important parce que sinon souvent les enfants se disent je vais jamais y arriver. Je ne vais jamais arriver à être aussi bon, aussi grand. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du désespoir. Et c'est important de donner de l'espoir à nos enfants en leur disant que, les erreurs, on a fait un paquet. Et les épreuves, on a vécu un paquet. Et puis, on n'est pas mort, on est vivant. Et donc, tout est possible. Je trouve le résumé de cet épisode, c'est que tu viens là, quelque part où tu nous dis que tu as vécu une rupture l'année dernière qui a été difficile, que tu as pris les outils qui fonctionnaient pour toi, que tu as reconnecté à la joie et à l'amour, parce que quand tu justement vas retrouver des personnes qui ont besoin de toi, tu recrées ce lien-là. Ouais. Et en fait, tu as suivi, tu as créé, en fait, tu as recréé ta vie, je m'aime et je peux tout recréer. Oui, l'amour de moi-même, absolument. Et c'est beau, et je ne sais pas comment je vais titrer ce podcast, mais on est un peu sur se relever d'une épreuve et reconnecter à la joie, tu vois. Complètement, ouais, c'est bien dit. Tu es journaliste un peu, non? Non, donc, mais c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Ça me parle beaucoup. Ouais, ça me parle beaucoup. On peut retrouver ton livre Se donner toutes les chances, qui est sorti en version poche. Alors, le grand format, c'était Se donner toutes les chances. Ouais. Et le poche, il s'appelle, parce qu'on a précisé pour que ça soit plus compréhensible, Donnez-vous toutes les chances d'aller mieux. Ok. Voilà. Ouais. Pour qu'on comprenne que c'est vraiment autour de la santé, avec des médecins, des psychiatres. Et c'est vraiment des très belles discussions autour du pouvoir de notre cerveau et des outils pour avancer. Voilà.
Et pour retrouver au niveau du spectacle les dates, il sur ton suffit Instagram de aussi faire... oui, alors sur Instagram, absolument. Notez Caramba, comme un carambar, mais sans R. Ouais. Natacha Calestrémé. Caramba, Natacha Calestrémé, il y a toutes les dates et toutes les infos. Ouais, moi j'aimerais te voir à Paris. Oui. Et il reste plus beaucoup de place à Paris. Oh là là, je vais m'empresser en tout cas. Et on n'oublie pas non plus les 2 premiers livres, Trouver ma place et La clé de votre énergie. Parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Les protocoles, ça peut aider grandement aussi. Donc, et alors, je vais te donner un petit scoop. La clé de votre énergie, beaucoup de gens, pour eux, c'est un peu leur livre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient qu'un seul livre. Et c'était celui-là. Eh bien, et ils veulent le conserver longtemps. Et donc, le 2 novembre, La clé de votre énergie sort en collector. Avec des dorures super beaux, mais vraiment avec une belle couverture bien rigide, super beau, des dorures. Il est magnifique, je l'ai vu hier. Wow. Et voilà, et ça va être un livre qu'on va pouvoir garder, un beau livre qu'on va pouvoir garder chez soi. Il est vraiment sublime. Et voilà, on l'a fait pour ceux qui veulent se le garder tout au long de leur vie. Je trouve que c'est important d'avoir des livres clés dans notre vie. Et justement, là, quelque part, moi qui aime les beaux objets, rien à voir, mais Mylène Farmer a sorti une version inédite de son live. Et puis, c'est vrai que c'est des choses qui nous touchent. Il a été augmenté, et en plus, à l'intérieur, il y a une petite enveloppe, et il y a des phrases, moments, des intentions où on peut découper toutes les intentions. Il y en a une par semaine, et on peut en tirer tous les matins, tu vois, pour avoir le petit conseil du jour. Donc on a ajouté ça. Il sera dans ma bibliothèque, c'est certain. J'adore l'idée. Bon, super. Je te dis à très bientôt, Natacha. Merci Nicolas, vraiment un grand merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que sûrement quelque part, ça t'a plu, ça t'a inspiré et ça t'a donné envie d'avancer dans ta vie. Natacha, c'est une personne qui vraiment est inspirante à mon sens et son nouveau spectacle, clairement, va aider à aller un step plus loin si tu veux justement sortir des livres et quelque part vivre ça en réel. Je te dis à très bientôt. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. C'est ce qui aide à ce podcast à exister. Ce podcast est gratuit et vraiment, cette contribution me fait vraiment évoluer et me permet d'avoir toujours des personnalités les plus inspirantes les unes que les autres. Je te dis à très très bientôt et prends soin de toi. Salut!